Bonjour et bienvenue dans Histoire et Gastronomie. On se retrouve 2 fois par mois pour parler d'histoire de la gastronomie. Influence, histoire vraie, mondialisation et dates clés sont les 4 séries développées dans ce podcast. Mon intention est de faire toute la lumière et de rétablir la vérité sur les thématiques abordées en m'appuyant sur des références historiques et non sur les anecdotes qui forgent les légendes. Je suis Yves Rouèche, historien et auteur culinaire. Je vous souhaite une belle écoute. Après les bouleversements de la Renaissance liés à la découverte de l'imprimerie et du Nouveau Monde, à l'humanisme, aux changements culturels venus d'Italie, aux guerres d'Italie et de religion, le royaume de France aspirait à faire une pause. C'est ainsi que la première moitié du XVIIe siècle fut une période de transition entre la Renaissance et le grand siècle de Louis XIV. Il commença avec le règne de Louis XIII, qui n'apporta aucun vrai changement en matière culinaire. On mangeait encore, comme au Moyen-Âge, et la base de toute cuisine aristocratique était toujours contenue dans le viandier de Taïwan, paru 150 ans plus tôt. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, s'élabora une nouvelle cuisine aristocratique en France qui se différenciait dans le concert culinaire européen par l'apparition d'un goût à la française. Celui-ci émerge à compter de 1651 grâce à 2 événements fondateurs. D'une part, 1651 marqua l'arrivée de Louis XIV sur le trône de France et le début du grand siècle au cours duquel la France devint la première puissance européenne avec un rayonnement culturel sans précédent qui s'imposa dans toutes les cours européennes par la volonté d'imiter les phases de Versailles. D'autre part, 1651 marqua la publication du cuisinier François de François-Pierre de La Varenne, le premier livre de cuisine des temps modernes qui marque définitivement le passage de la cuisine médiévale d'antan à la grande cuisine moderne. La conjonction de ces 2 événements majeurs va permettre l'avènement du service à la française et de la grande cuisine française qui seront imités par toutes les cours européennes. C'est l'histoire de ces 2 événements que nous allons parcourir tout au long de ce podcast. Je vous disais qu'en premier lieu, 1651 marqua l'arrivée sur le trône de France de Louis XIV. Dans quel contexte arriva-t-il sur le trône de France ? Louis XIV fut roi de France de 1643 à 1715. Surnommé le roi Soleil, il mit en place une monarchie absolue de droit divin et gouverna seul. Pour affirmer son pouvoir et abriter la cour, il fait construire Versailles, un gigantesque palais de 2000 pièces. Après la mort du cardinal de Richelieu en 1642, de Louis XIII en 1643, la régence fut confiée à la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, qui gouverna avec le cardinal Mazarin jusqu'à la majorité de Louis XIV en 1651. Le pouvoir royal se trouva affaibli et un vent de révolte naquit en France. Pendant 5 ans, de 1648 à 1653, la France se trouva plongée dans une guerre civile, la Fronde. Cette révolte parlementaire et princière obligea le jeune roi à quitter Paris d'urgence avec la famille royale dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649, après avoir tiré les rois, pour se mettre à l'abri au château de Saint-Germain-en-Laye, dans lequel il dormit à même le sol. Il fut profondément marqué par cet événement qu'il vécut comme une humiliation dont il se souvint longtemps. Après l'échec de la Fronde en 1653, son mariage avec l'infante Marie-Thérèse d'Autriche à Saint-Jean-de-Luz en 1659 et la mort de Mazarin en 1661, Louis XIV entama son règne personnel. Il décida de gouverner seul et instaura la monarchie absolue. La conséquence fut une réduction du rôle de la noblesse et des parlements et une concentration de tous les pouvoirs entre ses mains. Le roi aimait faire la guerre et sous son règne, les périodes de paix ne duraient jamais longtemps. Or, la guerre coûtait cher. Le roi fut donc obligé d'accroître la pression fiscale en créant de nouveaux impôts qui aboutirent à des révoltes du peuple sévèrement réprimées. Dans les années 1680, sa puissance était à son zénith en Europe. Comme son père avant lui, le roi se fit représenter en soleil. En monarque absolu, il rayonnait sur la France comme le soleil rayonnait sur la terre, et tout gravitait autour de lui dans son prestigieux château de Versailles, comme les planètes autour du soleil. Il était le roi soleil, et Versailles était son palais. En 1682, après 20 ans de travaux, le roi pouvait enfin disposer d'un palais à la hauteur de sa puissance, Versailles. Et pour mieux surveiller les nobles les plus puissants et les empêcher de comploter contre lui, il imposa leur présence à la cour. Ainsi, il soumit la cour en lui imposant une étiquette stricte.
Mais qu'est-ce que l'étiquette ? Après la Fronde, Louis XIV fit construire Versailles pour héberger la cour, afin qu'il puisse surveiller cette noblesse de près. Il soumit celle-ci en lui imposant l'étiquette. Petit couvert, grand couvert, chacun savait quelle était sa place à la cour et à la table du roi, qui consacra le triomphe de la grande cuisine française et du service à la française. Cependant, la table royale apparaissait plus que jamais comme un lieu de domination, d'intégration et donc d'exclusion, tout en élaborant un nouvel ordre politique. Le roi Soleil éclaira de ses feux l'ensemble de l'Europe, dont les cours ne rêvaient que de l'imiter. L'étiquette était l'ensemble des règles qui organisaient la vie de la famille royale, mais aussi celle des courtisans et du personnel qui les entourait. L'étiquette s'occupait donc de la vie privée du roi, le lever du roi, les repas du roi et le coucher du roi. Elle permettait au roi de dispenser ses faveurs ou de manifester son mécontentement vis-à-vis des courtisans auxquels il procurait ou retirait l'honneur de le servir. Chacun savait ce qu'il devait faire, le rang qui lui était assigné, les préséances, c'est-à-dire le droit de précéder quelqu'un dans une hiérarchie protocolaire, l'heure où il devait paraître à la cour ou se retirer. L'étiquette était un instrument de distanciation avec ses sujets et de leur domination. Le roi mangeait seul, mais il le faisait en public devant un parterre de princes, princesses et courtisans. En effet, le roi se donnait à voir en prenant ce repas sans autres convives. Il répétait inlassablement, chaque jour, la même représentation à heure fixe, dont les repas étaient l'un des moments clés. Selon les circonstances, le roi pouvait choisir entre deux formes de repas bien codifiées, le repas pris en public et le repas pris en particulier. Les repas publics permettaient au roi de s'affirmer comme le dispensateur des faveurs et des récompenses. Ainsi, 3 fois par semaine, à compter de 18 heures, il faisait dresser 2 buffets dans des salons différents, l'un pour les friandises, l'autre pour les boissons. Un 3e salon accueillait des musiciens et un 4e servait de lieu de danse. À cette occasion, le roi mettait à la disposition des courtisans des compositions sucrées, faites de confitures, pâtes de fruits, fruits confits, sorbets, ainsi que des boissons chaudes, café, thé ou chocolat, et des liqueurs. À Versailles, le roi mangeait toujours en public, aussi bien pour son petit déjeuner, que l'on appelait déjeuner, pris vers 9 heures, que pour son déjeuner, appelé dîner ou petit couvert, pris à 13 heures, ainsi que pour son souper, notre actuel dîner, qualifié de souper au grand couvert, pris à 22 heures. La grande solennité de ces repas était signifiée par la présence de la nef, véritable emblème de la puissance souveraine que chaque courtisan devait saluer. Cette pièce d'orfèvrerie, en forme de vaisseau, disposée sur la table, renfermait selon l'usage la serviette du roi, ses couverts en or, les épices et les essais pour détecter les poisons. Installons-nous à la table du grand couvert. À 22 heures, l'huissier, en frappant la porte de la salle des gardes, lançait un signal aux gardes du corps. « Messieurs, à la viande du roi !» Le cérémonial du grand couvert pouvait commencer. Seul le cercle étroit de la famille royale, le frère du roi, monsieur, et son épouse, les fils et filles de France, petits-fils et petites-filles de France étaient conviés. Le service se faisait indifféremment dans l'antichambre du roi ou de la reine. Les convives, placés du côté de la reine, mangeaient des plats préparés par le service de bouche de la souveraine et servis par ses officiers. Il en allait de même des convives installés du côté du roi où s'affairaient les officiers de Louis XIV. Les mets étaient transportés en cortège après avoir été testés à 2 reprises. La nouveauté résidait dans le fait que l'on ne portait plus tous les plats en même temps, mais selon un ordonnancement précis de 3 à 5 services successifs maximum. Les plats ne restaient sur la table qu'une vingtaine de minutes avant que les convives puissent enfin manger chaud. L'ensemble des services ne durait pas plus de 45 minutes. Le maître de séance, chargé de la découpe des viandes, se devait de connaître les hôtes afin de leur attribuer les meilleurs morceaux de chaque pièce. Les restes de la table du roi étaient resservis sur des tables secondaires. Tous les courtisans connus ou qui avaient pu être présentés étaient autorisés à contempler le grand couvert debout, à l'exception de quelques dames titrées qui avaient droit au tabouret. Lors de ce spectacle, on retrouvait toute la pompe versaillaise. Les 5 services défilaient sur la table. En premier lieu, les soupes et les potages, puis les entrées, les rots, c'est-à-dire les viandes rôties, les entremets et enfin le fruit, c'est-à-dire le dessert. Ce dernier concentrait, sauf exception, toutes les préparations sucrées réparties dans une multitude de plats et assiettes. Confitures sèches, c'est-à-dire fruits confits, ou liquides, pâtes de fruits, compotes, dragées, nougats, pralines, candis de fleurs, massepains, macarons, glaces et sorbets, fromages, fruits frais, etc. Quant au petit couvert, pris à 13 heures, celui-ci ne partageait pas l'apparat du grand couvert.
On pouvait noter l'absence de la nef et du cadenas, le cadenas étant le petit coffre de métal précieux dans lequel se trouvait le couvert du roi. Le repas se prenait toujours en public, mais le roi mangeait seul, dans sa chambre, tandis que le dauphin, les princes du sang, les cardinaux et courtisans assistaient, debout, au dîner du roi. Ces repas pris en public relevaient du service à la française. Qu'en était-il ? Jusqu'au XVIe siècle, à la table royale, on servait encore jusqu'à 9 services. Le service à la française était une évolution de cette façon de faire apparue au XVIIe siècle sous Louis XIV et qui avait pour but de donner une dimension sociale et politique au service. Le nombre de services était alors réduit à 3. L'héros, qui se situait toujours au centre du repas, était précédé par les potages et les entrées et suivi par les entremets et les desserts. À chaque service devait figurer un nombre identique de plats, tous différents par leur contenu. Cet ordre resta de mise pendant les 2 siècles qui suivirent. On put constater quelques évolutions majeures, notamment avec la migration des fruits, des entrées vers les desserts, et surtout d'un certain mimétisme du service à la française avec l'art du jardin à la française. Ainsi, les mets, disposés sur la table, respectaient un plan et une géométrie stricte, préservés jusqu'à la fin de chaque service. Par exemple, au centre de la table trônait le plat le plus majestueux, le plat du milieu, entouré au coin de la table de 4 plats moyens, et entre eux de 4 petits plats. Enfin, 8 plats, encore plus petits de hors-d'œuvre ou assiettes volantes, venaient compléter le tableau. Petite particularité, ces hors-d'œuvre constitués de garnitures, de denrées cuisinées à part, comme des riz de veau, des truffes, des fonds d'artichaut, des crêpes de coq, des concombres farcis, étaient alors séparés du plat du milieu dans l'espace et non dans le temps comme aujourd'hui. Le rôt restait la plus prestigieuse séquence du service. Elle associait viande rôtie et salade, agrémentée de légumes en saumure, ainsi que de fruits et fleurs comestibles. Le dernier service, celui des desserts, n'était pas du ressort des cuisiniers, mais des officiers de bouche. Après que la table eut été desservie, et la nappe, les serviettes et la vaisselle changées, le dessert était servi en respectant un plan qui pouvait être différent des services précédents. Il proposait des fruits frais et confits, des crèmes et des fromages frais, des pâtisseries sucrées et des sucreries. Je vous livre une citation de Marie-Blanche de Broglie dans son ouvrage « À la table des rois » publié en 1996. « L'excellence française, tant de fois proclamée et célébrée, eut un roi pour père et un palais pour berceau, Versailles. C'est là que le roi Soleil s'appropria le monopole du goût et du raffinement dans la manière de cuire les mets, de recevoir et de s'alimenter, en résumé, dans l'art de vivre. » Après avoir analysé l'arrivée de Louis XIV sur le trône de France, les phases de Versailles et l'avènement du service à la française, nous allons maintenant aborder le second événement qui s'est tenu en 1651, la publication du cuisinier français de François-Pierre de La Varenne. En 1651, s'est déroulé un autre événement fondateur de la grande cuisine française. Il s'agit de la publication du cuisinier François de François-Pierre de La Varenne, le premier livre de cuisine des temps modernes qui marqua définitivement le passage de la cuisine médiévale d'antan à la grande cuisine moderne. François-Pierre de La Varenne, dit La Varenne, cuisinier du marquis d'Uxelles, gouverneur de Châlons, proposait dans son ouvrage une cuisine innovante, reflet des changements du grand siècle. Il connut un succès immédiat, avec une 40aine d'éditions. Il fut surtout imité par de nombreuses autres publications qui suivirent le mouvement. Entre 1651 et 1691, 13 ouvrages différents furent publiés, avec 75 éditions, soit environ 100 000 ouvrages. Tous ces traités culinaires s'employèrent à définir le modèle du goût, alors qu'aucun ouvrage culinaire n'avait été publié en France depuis 2 siècles, avec le viandier de Taïwan. Après la disette de la littérature culinaire depuis la fin du Moyen-Âge, c'était une véritable révolution qui s'opérait. L'abondance d'épices et de sucre, les mélanges sucrés-salés, les sauces acides disparurent définitivement au profit des aromates locaux, du bouquet garni, des sauces grasses et généreuses faites de beurre et du grand bouillon nourricier qui permettait de générer jus, coulis et bisques qui devinrent les bases des sauces de la grande cuisine française. Jusqu'au XVIIe siècle, princes et nobles mangeaient des purées épaisses, beaucoup d'épices, des sauces sucrées, salées ou aigres douces, des légumes cuits et buvaient des vins épicés. Le sucre assaisonnait tous les plats, même ceux de viandes et poissons. À la fin du XVIIe siècle, on consommait moins d'épices au profit des herbes aromatiques et plus de graisses, telles le beurre et l'huile d'olive, qui enrichissaient les sauces. Celles-ci pouvaient être émulsionnées comme un beurre blanc ou une sauce hollandaise, ou liées avec une nouvelle technique, celle du roux, à base de beurre et farine.
Les fruits et légumes crus étaient réhabilités. Enfin, le sucre était désormais réservé au dessert et aux plats à base de céréales, œufs ou laitage, servis à la fin du repas. Le modèle de goût, défini dans tous ces ouvrages, était évidemment le bon goût du roi. Dans cette seconde moitié du XVIIe siècle s'élabora une nouvelle cuisine aristocratique en France qui se différenciait dans le concert culinaire européen par l'apparition d'un goût à la française. Les nombreux ouvrages publiés dans cette période instaurèrent un nouvel ordre culinaire, basé sur la rupture progressive avec la cuisine médiévale, la recherche de l'authenticité, de la légèreté, du naturel et du vrai goût des aliments. La centaine de milliers d'ouvrages publiés pendant cette période participa activement à la diffusion, dans les provinces du royaume comme à l'étranger, d'un modèle culturel français en pleine expansion. Cependant, une question pouvait se poser. Comment un simple cuisinier, fût-il cuisinier d'un prince, pouvait-il définir la notion du bon goût sous le règne de Louis XIV, un roi choisi par Dieu pour gouverner le royaume de France ? L'invention de la cuisine française profita pleinement de la montée en puissance de la monarchie des Bourbons depuis Henri IV, avec Louis XIII puis Louis XIV. Ce fut à Versailles que Louis XIV s'appropria le monopole du goût et du raffinement dans l'art de préparer, de servir les mets, de recevoir à table, en résumé, dans l'art de vivre. Versailles devint l'épicentre du savoir et du pouvoir culinaire. Le bon goût ne pouvait être instauré par un ou quelques cuisiniers. Non, le bon goût était celui du roi. Il était codifié et normalisé exclusivement selon les usages à la cour et propagé par la noblesse dans tout le royaume. La diffusion d'un goût supérieur auprès des élites et du peuple constituait également un outil de contrôle du royaume. Les fêtes somptueuses que le roi donnait à la cour, accompagnées de nombreux banquets, faisaient la démonstration permanente et spectaculaire du pouvoir royal. Ce pouvoir s'exerçait aussi à table. Celle-ci devenait à la fois un lieu de domination, d'intégration et d'exclusion. Je vous livre une autre citation de Marie-Blanche de Broglie dans La Table des Rois, concernant le bon goût. Le bon goût consistait à suivre l'exemple royal et à imiter le raffinement dont il s'entourait. Tout particularisme gustatif, qu'il fût régional ou non, était proscrit au profit d'un goût académique, codifié et normalisé selon les règles en usage à la cour et dans l'aristocratie. En conclusion, à compter de 1651, le modèle culinaire français se diffusa en Europe au XVIIe siècle au même titre que la peinture, l'architecture, la mode vestimentaire ou l'art des jardins, car les manières de table restaient l'un des plus sûrs moyens d'affirmer sa supériorité et sa distinction sociale. Le cuisinier François de La Varenne, ses successeurs et les nombreuses traductions de ses ouvrages servirent de support à l'accès aux règles de cette révolution culinaire et à son exportation en Europe. Les fastes de la cour de Versailles servirent de laboratoire d'excellence de la mise en œuvre de cette révolution. La conjonction de ces deux événements, à compter de 1651, permit l'émergence d'une cuisine française aristocratique reconnue dans toute l'Europe. La France, autrefois, élève supposé de l'Italie, devint le maître d'un nouvel art culinaire imité par toute l'Europe. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cet épisode vous a été profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon initiative sur Apple Podcast en faisant défiler la page de mon podcast Histoire et Gastronomie jusqu'à la section Notes et avis et en laissant une note 5 étoiles et un commentaire. Si vous souhaitez entrer en contact avec moi pour une conférence, une intervention dans une école ou un projet éditorial, vous pouvez me joindre sur Facebook ou LinkedIn sous mon propre nom, Yves Rouèche. À bientôt, j'espère, sur Histoire et Gastronomie.